Rebonjour à chacun et à chacune. On espère que vous avez pu profiter d'une pause déjeuner qui vous ramène plein d'énergie à nous pour la suite de cette journée. Voilà, le temps que les dernières personnes qui nous rejoindront en présentiel arrivent, je vous propose de lancer cette nouvelle table ronde. Merci d'être revenus, pour certains, certaines. Merci d'être venus et bienvenus. J'ouvre aussi cet après-midi en vous présentant de la part d'Ecolearn nos meilleurs vœux de durabilité pour l'année 2023. Nous allons donc lancer cet après-midi autour d'une table ronde dont le thème est « Le S de ESG sort enfin de l'ombre », sous-titré « La dimension sociale du développement durable prend son essor ». Je m'appelle Antoine, je travaille pour Ecolearn et je modérerai à nouveau cette table ronde qui nous attend. Nous aurons avec nous, et vous voyez leurs photos s'afficher à l'écran, 3 personnes, en plus d'Arnaud qui participeront. Arnaud qu'on ne présente plus. La première, et je me tourne vers elle, c'est toi Catherine. Merci d'être avec nous. Catherine, tu as créé la fonction RSE à TF1 en 2005, que tu as développée jusqu'en 2020. Par ton rattachement lors des 5 dernières années à la DRH, tu as particulièrement mis en œuvre les passerelles entre l'univers des ressources humaines et celui de la RSE. En 2021, tu décides de devenir formatrice et consultante indépendante et tu engages alors une collaboration avec Ecolearn pour développer les aspects sociaux de la durabilité. Tu travailles à la fois en France et également en Afrique de l'Ouest et tu t'es familiarisé avec les sujets liés au devoir de vigilance et notamment aux droits humains. Bienvenue. À tes côtés, nous avons la chance d'avoir Bruno Debattis. Bonjour Bruno, bienvenue parmi nous. Bruno, vous êtes DRH France du groupe Legrand depuis 15 ans. Vous avez beaucoup développé les relations sociales en instituant des processus de formation et de négociation élaborés pour signer de nombreux accords structurants, généralement à l'unanimité des 4 organisations syndicales présentes dans l'entreprise, afin que les réorganisations du groupe Legrand en France se déroulent sans conflit ni traumatisme dans un environnement industriel historiquement syndiqué. Et nous avons la chance d'avoir en distanciel avec nous François Moreux. François a un long parcours, il cumule lui aussi plusieurs casquettes, je vais vous en mentionner quelques-unes. Il est au départ docteur en pharmacie et aujourd'hui, il est délégué national confédéral de la CFE-CGC. Mais pas que, il est également vice-président de la plateforme RSE France Stratégie et membre titulaire de divers conseils, comités, commissions. Je n'en citerai qu'un ici, le Conseil national de la transition écologique au sein du ministère du même nom. Merci d'être avec nous et je laisse la parole à Catherine pour l'introduction. Merci beaucoup Antoine. Bonjour à toutes et tous et à mes copanélistes également et à François qui est au-dessus. Donc ma petite introduction, elle va mettre en avant la place relative des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Moi j'ai démarré donc assez tôt dans la RSE au début des années 2000 et j'ai vu arriver les enjeux un par un, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux de gouvernance, avec un effet de balancier assez systématique qui fait que chaque nouvel enjeu ramenait le précédent dans l'ombre. Donc, c'est normal aussi, chaque enjeu, il a fallu le prendre, il a fallu s'en saisir, il a fallu développer, se professionnaliser, le donner à la direction qui allait le mieux l'inscrire dans les processus. Tout ça, ça prend du temps. Mais ça s'est fait de cette manière jusqu'à ce que dans les dernières années, par exemple, le climat, et je crois qu'on l'a dit plusieurs fois ce matin, est vraiment mis derrière le rideau des enjeux comme la diversité ethnique, par exemple, qui reste un sujet en France qui a été sur le devant de la scène et qui n'est pas du tout résolu, mais dont on entend beaucoup moins parler maintenant. Il me semble qu'en ce moment, après la pandémie et dans le moment que nous vivons, il y a une manière de prendre enfin les sujets de façon beaucoup plus holistique, qui est le sens de la RSE au départ. L'ISO 26000, il y a une vision holistique au-dessus, mais en fait, on ne le fait jamais jusqu'à présent. Après la pandémie, après les sujets de qualité de vie au travail, qui est là tellement mis, pour le coup, devant, parce que sans qualité de vie au travail, on n'a plus de collaborateurs engagés, et il le faut. Donc, ces sujets-là se sont réinstallés, et je pense pour durer, et ça Bruno nous le confirmera,
Donc, il y a des sujets sociaux qui sont des prérequis maintenant. On ne vient plus dans une entreprise où on travaille avec un management brutal et où il n'y a pas d'équité, pas d'inclusion et pas de qualité de vie au travail. Et il y a un deuxième aspect sur ces enjeux sociaux qui me semble extrêmement important, c'est que la RSE ayant franchi les paliers qui permettent d'aller vers la gouvernance, vers une notion de transformation de l'entreprise, il faut emmener le corps social de l'entreprise dans cette transformation. Donc, la RSE, maintenant, c'est pour tous les métiers, c'est pour tous les niveaux hiérarchiques, c'est pour tous les types de parties prenantes dans l'entreprise. Et ça se fait au travers du dialogue social, de la formation, de la communication, des plans à long terme pour la gestion des compétences. Et donc, on a une vision là d'enjeux sociaux qui sont les moteurs de cette transformation. Donc, entre les enjeux sociaux qui sont les prérequis et ceux qui sont les moteurs, et tout ça au service de la transition écologique, je pense qu'on a là la vision holistique qui nous manquait, reste à la mettre en œuvre néanmoins. Mais maintenant, je vais laisser mes copanélistes partager cette vision ou pas. Oui, bien sûr, je partage totalement. Pour avancer sur ces sujets, le plus important, c'est de faire évoluer les comportements. Et pour faire évoluer les comportements, il faut bien sûr embarquer toutes les parties prenantes. Alors, il faut d'abord essayer de les recenser, et ensuite de mesurer quels sont leurs impacts et leurs positionnements. Et parmi ces parties prenantes, en France, nous avons, de par notre cadre réglementaire de droit du travail, des parties prenantes importantes que sont les représentants du personnel et les syndicats. Et ce sont aussi des parties prenantes, donc bien sûr, à considérer sur tous les sujets en général, sur celui-ci en particulier, d'autant plus que le cadre réglementaire prévoit depuis la loi Climat et Résilience de 2021 de les impliquer, effectivement. Donc, on a des raisons, pas forcément les meilleures, réglementaires de les impliquer. Si on agit simplement en fonction du cadre réglementaire, c'est un peu limité, mais on a aussi de très bonnes raisons de les impliquer pour les amener à avoir une action positive sur ces sujets, c'est-à-dire à partager avec nous la volonté de faire progresser l'entreprise dans laquelle nous sommes, mais plus globalement de faire progresser la planète vers un avenir plus durable. Et ensuite, on peut aussi, on n'a pas toujours que des raisons sympathiques et positives, donc on peut aussi avoir des raisons un peu défensives de les embarquer, qui sont de faire en sorte qu'ils ne soient pas des opposants par rapport au sujet et qu'ils ne créent pas, entre guillemets, de la friture sur la ligne dans le partage et la diffusion de ce genre de sujet. Et c'est vrai que nous arrivons à une étape essentielle. Nous en avons peut-être, dans certains cas, raté quelques-unes dans ces domaines-là, dans le domaine de la durabilité. On a mis en place des politiques RSE dans les entreprises. Parfois, ces politiques RSE, c'était aussi beaucoup d'indicateurs qui, pour l'ensemble des salariés, pouvaient être que modérément compris, voire même être perçus comme des contraintes. On doit satisfaire à l'indicateur. C'est pas une motivation, c'est une motivation qu'on ne peut pas écarter, qui a sa valeur, mais ce n'est pas une motivation très positive. Donc, il faut arriver à faire en sorte qu'on soit sur une dynamique positive et qu'on soit aussi sur cette dynamique positive avec nos représentants du personnel, comme on doit l'être avec l'ensemble des parties prenantes internes et aussi, pourquoi pas, externes. C'est-à-dire qu'au niveau des fonctions ressources humaines, on peut également être en relation et embarquer des fonctions externes que sont, par exemple, l'administration du travail et quelques autres administrations. Merci Catherine, merci Bruno pour ces propos introductifs. Je vous propose de passer au temps de questions. Pardon. Ah oui, et François, oui, s'il a un mot d'entrée. Oui, merci en tout cas pour cette invitation et je suis touché parce qu'effectivement, ça permet une expression diversifiée et puis je vais rebondir sur les propos de Catherine puisqu'elle parle de la qualité de vie au travail, elle parle de la transformation d'entreprise. Alors, je vais dire que quand on parle de la loi dite climat et résilience, elle s'adresse d'abord à tous les citoyens. Ce n'est pas limité simplement au monde de l'entreprise. Et les salariés des entreprises, les collaborateurs sont avant tout des citoyens, donc on s'y retrouve.
La deuxième chose, c'est que lorsque l'on parle de cette qualité de vie, c'est la qualité de vie des citoyens, mais aussi quand on parle de la transformation des entreprises, est un sujet qui est extrêmement positif, puisqu'aujourd'hui, grâce effectivement aux nouvelles mesures, on est dans un discours de dialogue social qui est dans le cadre de la co-construction de l'entreprise de demain. Donc, on n'est pas sur j'allais dire, des thématiques de conflits, sur des anciens thèmes sociaux. On en est vers un intérêt commun, en fin de compte, vis-à-vis de l'entreprise, de ses salariés, donc de ses acteurs par leur propre travail. Et c'est quelque chose qui est fondamental. On est au-delà de l'ISO 26000, qui est donc le socle de la RSE. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien mentionner parce que de plus en plus aujourd'hui, de jeunes générations, et vous en faites partie, avec cette assistance, qui vont être des chefs d'entreprise, sont là pour mener à bien, en fin de compte, cette transformation d'entreprise d'une manière tout à fait positive, dans un contexte assez compliqué de sobriété, comme on l'a de plus en plus. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tout le monde adhère à cette transformation et qu'aujourd'hui, ben, mon Dieu, on n'a que de bons espoirs à avoir vis-à-vis, effectivement, de cette question de la durabilité, j'allais dire du développement, mais de la durabilité de l'entreprise, un thème qui est très cher à Patrick Dunière. Merci François. Merci pour ces prises de parole introductives. Je propose de passer à la première question, Bruno, qui sera pour vous. C'est la suivante. Nous avons rappelé deux faits importants, la loi climat et résilience, que vous avez mentionné, et aussi le besoin de sens chez les collaborateurs. À quel moment dans votre parcours vous êtes-vous dit, vous, qu'il fallait former à la fois les RH et les représentants du personnel à la RSE? Ça fait longtemps que j'y pensais, mais on a une multitude de priorités, on a une multitude de transitions, ou plutôt une sorte de vaste transition multiforme dans les entreprises et à l'extérieur des entreprises depuis un certain nombre d'années. Donc, ça ne s'est pas concrétisé peut-être aussi vite que je le pensais, mais avec la loi climat et résilience, ça m'a semblé devenir totalement indispensable. Donc, à partir de fin 2021, je me suis mis en recherche active pour satisfaire ce besoin et pour construire un parcours de formation qui pourrait à la fois viser les responsables ressources humaines qui deviennent des interlocuteurs, des représentants du personnel sur ces sujets-là, qui sont aussi des citoyens et qui, au titre de leur culture, doivent aussi avoir connaissance de ce type de sujet. C'est pour ça que c'était aussi, pour moi, une formation professionnelle, mais en même temps un peu une formation récompense, qui visait à les aider à un certain développement personnel. Donc, et ensuite, côté représentant du personnel, cette loi leur donne aussi un rôle et il faut les préparer à ce rôle, il faut se préparer ensemble, il faut essayer de construire ensemble un socle de méthodologie, de valeurs, de raisonnement commun pour faire en sorte que derrière, on puisse à la fois négocier sur un certain nombre de sujets qui ont trait au développement durable et également qu'on puisse communiquer, je n'irai pas jusqu'à dire avec leur soutien parce que ce n'est pas forcément leur rôle, mais en tout cas avec une certaine bienveillance de leur part. Donc, fin 2021, avec mon service formation, nous avons regardé le sujet, nous nous sommes tournés vers les grands acteurs français de la formation professionnelle qui proposaient de... Alors, ce qu'il faut préciser, pardon, c'est que j'avais une demande assez spécifique qui ne correspond pas à ce que le marché propose, pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. À la fois réussir à apporter du contenu, mais en même temps réussir à créer une dynamique à faire ensemble. Donc, du côté des grands acteurs de la formation professionnelle, il y avait des propositions intéressantes, mais ça nécessitait de construire avec eux en fait les modules de formation, c'est-à-dire qu'ils montraient sans doute une certaine bonne volonté, mais il aurait fallu passer un certain nombre de jours
pour construire quelque chose qui était nouveau pour eux. Et donc, parmi le panel que mon service formation a présélectionné, il y avait aussi Ecolearn, qui avait quelque chose de beaucoup plus proche de ce que je souhaitais, ce qui nous a permis d'aller très vite pour finaliser notre première formation. J'ai parlé des responsables RH et des représentants du personnel. Il y a aussi une autre partie prenante extrêmement importante dans les entreprises, qui est le management. Et donc, on va aussi concevoir des produits dérivés. Je dis produits dérivés parce qu'il faudra qu'ils soient, entre guillemets, plus accessibles, qu'ils nécessitent un peu moins de temps pour l'ensemble du management de l'entreprise. Merci Mono. Et une deuxième question dans la suite. Qu'attendez-vous justement de l'implication de ces personnes? Quel est l'objectif que vous avez derrière ces formations? Derrière ces formations, on peut espérer un certain consensus sur certaines dimensions. Sur les dimensions, par exemple, environnementales, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à créer un consensus quasi global. J'ai déjà pratiqué ce genre d'approche sur beaucoup d'autres sujets. Je vais prendre un exemple qui me semble être le plus proche peut-être de la thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique de l'inclusion. On a commencé de parler de l'inclusion dans les entreprises, ce n'est pas très, très vieux non plus, hein, il y a quelques années, enfin en tout cas d'être très actif quelques années, enfin quand même une grosse décennie, un peu plus d'une décennie. Et le point commun, c'est que sur l'inclusion, il me semblait qu'il y avait aussi possibilité de créer un consensus assez large au-delà des clivages syndicaux, au-delà des postures qu'on peut trouver sur d'autres thématiques sur lesquelles on est beaucoup plus dans la confrontation. Et donc, on a abordé le sujet inclusion par ce qui me semblait être le plus facile à l'époque, l'égalité professionnelle. On a procédé de la même façon, une formation de fond sur l'égalité professionnelle, partagée avec les représentants du personnel. Et puis ensuite, on a aussi traité du handicap, puis progressivement, d'autres thématiques de l'inclusion qui semblaient plus difficiles d'accès. Et ça a bien fonctionné. On a réussi à construire un cadre réglementaire dans l'entreprise, c'est-à-dire des accords d'entreprise signés par toutes les parties prenantes, bien acceptés, qui nous ont permis d'avancer assez rapidement sur la thématique de l'inclusion. Un autre sujet qui pourrait présenter quelques similarités, la qualité de vie au travail. Là aussi, on a essayé d'aborder ensemble des thématiques parfois très délicates, du genre comment on traite les situations individuelles humainement difficiles dans l'entreprise. Et on a créé du consensus autour de ça, ce qui fait qu'on les traite sans polémique, avec un effort de construction de chacune des parties. Donc, sur le développement durable, on est parti pour faire quelque chose qui soit assez similaire, avec un socle environnemental qui soit bien compris, bien partagé entre tous les acteurs de l'entreprise. Il y aura quelques domaines, peut-être santé, sécurité, sur lesquels, dans certains cas, thématique accident de travail, ce sera un tout petit peu plus difficile, mais on va aussi construire ensemble, comme on sait le faire, à partir de ces processus de formation. Super, merci. Pour la question suivante, je me tourne vers François, qui est avec nous en digital. François, il nous intéresse de savoir comment la question du développement durable se présente à vous. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors, pour la question du développement durable, c'est un grand mot. Et le développement durable, d'abord, on essaie de le définir de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, j'allais dire déjà des collaborateurs, il faut leur clarifier ce que ça veut dire développement durable. Alors, développement durable, on en a parlé, il y a des facteurs, effectivement, comme on l'a mentionné, la QVT, la diversité, sont des sujets qui sont traités maintenant dans les accords d'entreprise, mais pas que, on va y revenir. Il y a par-dessus tout maintenant ce qu'on appelle les questions d'environnement. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui revient maintenant de plus en plus sur la table depuis la loi du 22 août 2021 sur climat et résilience, qui fait appel, bien entendu, à la formation
des élus des CSE, et puis aussi à la compréhension de cette BDES qui maintenant s'appelle BDESE en tenant compte des composantes environnementales. Il faut savoir que pour nous, il y a deux vecteurs, c'est la transition énergétique et la biodiversité, deux thématiques essentielles qui sont aussi importantes aujourd'hui dans cette question du développement durable. Vous savez qu'en ce moment, il y a, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel d'avril 2022, des négociations paritaires sur le dialogue social et les questions environnementales. Je ne peux pas vous dévoiler ce qu'il en est puisque nous n'aurons que la possibilité de dire les conclusions au début de cette année lorsque toutes les négociations sont terminées. Mais il va de soi que tout est basé sur la loi climat-résilience et, j'allais dire, son socle, mais pas que, puisque par derrière, ce que nous souhaitons, c'est arriver à, j'allais dire, une application plus importante des salariés, des collaborateurs, dans la stratégie de l'entreprise et de lui permettre d'aller un peu plus de l'avant avec, si vous voulez, une analyse des conséquences environnementales et du suivi des décisions de l'employeur pour l'accompagner aussi, puisque les salariés sont là pour accompagner les entreprises et ensuite leur permettre un essor. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle du développement durable, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, il y a beaucoup de besoins. Les besoins, c'est la formation, puisque, comme ça a déjà été mentionné, les salariés ne sont pas aujourd'hui éduqués sur les questions de développement durable et aussi sur les moyens d'accompagner l'entreprise. Donc, il y a les formations qui arrivent aujourd'hui pour les élus, mais on en est de plus en plus en amont sur l'éducation de la population qui permettra effectivement à l'ensemble des citoyens qui deviennent des salariés ou des chefs d'entreprise d'aller un petit peu plus de l'avant. Et ce que je voulais dire aussi qui est extrêmement important, parce que là on parle dans cette application de la loi des entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, nous avons une autre solution qui est extrêmement importante, dont on ne parle pas assez et qui est évoquée à l'heure actuelle dans nos négociations paritaires, c'est les négociations d'accords dans le cadre des branches professionnelles qui siègent en commission sociale paritaire ou en CPPNI, comme on dit. Donc, on peut conclure des accords qui seront applicables, ou en tout cas avec des modèles applicables aux entreprises qui sont dépourvues d'instances représentatives. Ça existe dans une branche dans laquelle je suis négociateur. On a fait un accord QVT qui était applicable pour l'ensemble des petites entreprises. C'est aussi quelque chose qui doit être considéré puisque dans les branches, il y a aussi des observatoires des métiers. Donc la GPEC fait partie, j'allais dire, d'analyse des métiers, la cartographie et la mise à niveau des compétences des salariés lorsque cela s'avère effectivement important. Voilà, ça c'est pour un minimum de besoins. Mais ce ne sera pas suffisant parce que, en général, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre les composants de la BDESE et pour la plupart des représentants du personnel, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à saisir et à pouvoir comprendre. Ça fait partie des choses que nous soulignons à l'heure actuelle comme des manques, et puisque Bruno l'a cité, mais c'est bien d'avoir des formations. On a des portes ouvertes effectivement vers l'avenir, et plus on implique les collaborateurs, plus l'entreprise sera dynamique. Merci François. Une deuxième question que j'aimerais vous poser. Qu'en est-il aujourd'hui de l'environnement, de la place de l'environnement dans le nouveau dialogue social ? Eh bien justement, comme je le disais, c'est que cette place de l'environnement, elle est de plus en plus prégnante. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets modernes, qu'on n'est pas dans le cadre des conflits sociaux, on est vers quelque chose de constructif, d'avenir. Et vous avez aujourd'hui un constat qui est quand même flagrant, c'est que les jeunes générations qui rejoignent les entreprises sont, j'allais dire, des locomotives qui entraînent toutes les générations vers effectivement cette considération du développement durable et avec des modèles, parce qu'on assiste à une transformation de l'entreprise.
Et cette transformation d'entreprise, on arrive maintenant vers quelque chose que nous découvrons, même que nous essayons de pousser à travers la plateforme RSE. Pourquoi pas une entreprise régénératrice? Alors, quand on parle de ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est dynamique. Une entreprise qui, par ses activités, va contribuer à la préservation ou à la régénération de l'environnement, la participation, comme on l'a dit, à l'amélioration du bien-être humain. Vous voyez, on est encore dans la notion de bien-être, et de la société en général, tout en étant indépendante et viable économiquement, et une société qui, bien sûr, s'intègre dans, j'allais dire, son territoire. Ça fait partie des modèles d'entreprise que nous envisageons et qui sont importants. Voilà les développements de la durabilité de l'entreprise de demain. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et je crois que c'est une tendance qui aujourd'hui s'ouvre et qui est poussée de plus en plus par ces jeunes qui rejoignent l'entreprise, qui choisissent où aller travailler dans l'entreprise et se dire, moi, je vais rentrer dans une boîte. Ce n'est pas pour m'asseoir et subir, c'est pour participer. Merci François. Et j'en profite, nous aurons une représentante du collectif pour un réveil écologique dans la table ronde qui suivra juste après pour témoigner de l'engagement des dernières générations. Je me tourne à présent vers toi, Catherine. J'ai une question très simple. Pourquoi t'intéresses-tu autant aux enjeux sociaux dans la durabilité? Alors, en fait, plus qu'aux enjeux sociaux directement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se donne la capacité de déterminer ce qui est important d'abord comme sujet. Parce que moi, ça m'est arrivé de me tromper. Hein. Comme ma carrière est longue, j'ai eu le temps d'apprendre de mes erreurs. Donc, il m'est arrivé de développer des sujets sur l'écologie des tournages dans des milieux complètement sexistes et pas du tout inclusifs. Et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Donc, ce à quoi je suis attachée, c'est au dialogue avec les parties prenantes, mais celui dont Bruno parlait ou François parlait, je suis attachée, mais viscéralement, à l'idée qu'il faut se doter de la capacité à discuter avec ces parties prenantes. Bon, avec l'exercice de matérialité en amont pour décider ce qui est important, mais tout le long du travail, et notamment à cause de la complexité de ce qui nous attend. Et aussi parce que les enjeux vont évoluer, les attentes sociétales d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que celles d'il y a 5 ans et il y en aura d'autres devant nous. Donc, il faut nous doter des capteurs pour pouvoir s'en saisir. Et donc, derrière cela, c'est vrai, moi, à TF1, j'étais rattachée à la DRH et je m'occupais avec les personnes en charge directement de la diversité de ces sujets d'inclusion, de représentation sur les antennes de la diversité de la société française. Donc, on avait 2 volets, contenu et ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. Ça m'a énormément enrichi, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, on a bien travaillé à TF1, mais comme je crois dans la majorité des grands groupes, sur ces questions d'inclusion. On travaille moins dans les petites entreprises sur ces sujets-là. Donc, il reste des thèmes non abordés. La question LGBT n'est pas du tout bien abordée dans 99% des entreprises françaises. Or, quand on le fait, ça ouvre l'esprit, ça déclenche du bien-être en entreprise, de la fierté d'appartenance. C'est des sujets extrêmement importants, d'autant qu'on a besoin de cette pluralité de points de vue, de façon de voir le monde. Donc, c'est tous les thèmes de la diversité. Et on n'est jamais sachant sur ces sujets-là naturellement. J'ai entendu tellement de fois, mais nous, la diversité, on le fait naturellement. Je ne crois pas. Les stéréotypes de toute nature sont tellement en nous qu'il y a au contraire un travail de déconstruction, reconstruction très important à faire. Et donc, il faut se doter de la capacité à le faire. Et puis, si j'ai encore... j'en ai plein des raisons de m'intéresser aux sujets sociaux. Le troisième, c'est que je suis persuadée, comme je le disais en introduction, mais finalement... Bruno, François disent la même chose, c'est que c'est le moment. La boîte à outils est pleine, techniquement, réglementairement. On a les outils pour transformer l'entreprise. Le climat, tu le rappelais tout à l'heure, Arnaud, on a beaucoup travaillé dans les dernières années. Les boîtes à outils étaient vides il y a 5 ans. Il ne se passait rien. Ça s'est extraordinairement rempli et complété. Ce qui manque maintenant, c'est le passage à l'acte dans l'entreprise. Et ça se déclenchera par le facteur humain, par la prise de conscience, par les nouvelles compétences, par l'engagement, par un nouveau management aussi qu'il est très important de mettre en place. Donc, ces facteurs sociaux de transformation, moi j'y crois et je veux les pousser. Et puis, il y a peut-être un 4e aspect, alors peut-être qu'il m'est plus personnel, mais j'espère le partager largement, c'est que la question des droits humains, moi j'ai envie d'en faire un sujet aussi important que le climat.
D'abord, il est relatif à la même transversalité des chaînes de valeur. C'est un sujet sur lequel on est très peu sachant. Le consommateur de base que nous sommes, dès lors qu'il achète du chocolat, finalement, il y a un sujet de travail des enfants si c'est du chocolat qui est issu d'Afrique subsaharienne, mais on n'a aucun moyen de le savoir. Donc, il faut que nous élevions notre niveau de connaissance sur ces sujets. Et en tant que responsable RSE dans n'importe quelle multinationale, ce n'est pas seulement la thématique des achats, les droits humains. Ça devrait être la thématique aussi des responsables RH et des responsables RSE qui ont des filiales. Les sujets de droits humains, ce n'est pas que chez les fournisseurs, ça peut être aussi dans les filiales. Donc ce sujet-là, le travail des enfants, parce que j'y suis particulièrement sensible, mais tous les sujets de droits humains, moi j'ai envie d'en faire finalement une banalité. Et il y a encore un petit peu de travail. Est-ce que je peux ajouter un mot, parce que je pense que je porte un regard un peu proche de celui de Catherine en tant que professionnelle en provenance du monde du développement durable et qui porte un regard sur les ressources humaines. Et je témoigne du fait qu'on vit probablement un espèce de momentum dans les relations qui s'établissent entre les fonctions RH et les fonctions de développement durable. Moi, l'expérience que j'ai vécue, et je pense qu'elle est commune à d'autres professionnels, probablement moins toi, parce que toi, tu étais rattaché à la RH et tu avais établi des relations de travail très approfondies avec cette équipe. Mais mon sentiment, c'est que jusqu'à présent, on était un peu dans un rendez-vous manqué entre le monde du développement durable et le monde des RH dans les organisations, dans les entreprises, pour des tas de raisons. Et structurellement, je pense pose la question des droits de l'homme aux directions de ressources humaines, automatiquement, ils ne souhaitent pas aller l'étendre à la question des fournisseurs, alors même que c'est une question sociale fondamentale. Donc, mon sentiment, c'est qu'on vivait jusqu'à présent un peu un rendez-vous manqué, et je rejoins Bruno et François sur le fait que les choses sont en train de changer, et probablement il y a ces deux facteurs clés qui sont la loi climat et résilience qui institutionnalise le fait que les représentants du personnel sont missionnés pour interpeller la direction générale et l'entreprise sur sa démarche de développement durable, et puis cette tendance sociétale très puissante qui fait que toutes les générations, les jeunes en particulier, mais se saisissent de la question du sens et veulent interpeller l'entreprise et le sens qu'ils donnent dans leur travail par rapport au projet d'entreprise. Et donc, j'ai le sentiment que là, c'est vrai qu'il y a une étape de rattrapage qui est en train de s'opérer, et donc ça va passer par un moment de formation des spécialistes des ressources humaines, des représentants du personnel à ces questions de développement durable. Et puis après, on va pouvoir rentrer dans une phase complémentaire qui sera une remise à niveau de la question sociale, des thématiques sociales, et qu'on réaligne les points de vue, et éventuellement qu'on apporte un regard nouveau sur ces problématiques. Alors encore une fois, je pense que la question des droits humains est la plus caractéristique, mais même la question du bien-être se pose probablement au travail, se pose probablement différemment quand on est RH ou quand on est en charge du développement durable. Et donc, je trouve que ce sera un dialogue très riche que de confronter les points de vue et les enrichir. Et puis, me semble-t-il, la dernière étape sera la plus intéressante. C'est celle qui va consister à impliquer les ressources humaines dans la transformation du projet d'entreprise vers la durabilité. Et là, les ressources humaines ont un rôle merveilleux à jouer, puisque ce sont elles qui sont en charge du facteur humain dans l'entreprise. Et ce facteur humain, il a un levier et une puissance déterminante à jouer dans ce projet, puisque à la fin la durabilité, c'est un projet de transformation, et qui d'autre de mieux que les ressources humaines peuvent accompagner, réunir les conditions d'entraînement, de dialogue, de réflexion, d'évolution de la gouvernance, de l'organisation, pour que cette transformation puisse intervenir sans laisser de côté un certain nombre de personnes qui ne retrouveraient pas forcément leur métier, leurs activités dans une évolution de l'activité d'entreprise. Donc, me semble-t-il qu'on est au début d'une relation très riche, et c'est plutôt à saluer, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose éventuellement ? Allez-y, François. Je pense que quand on parle beaucoup de transformation, on oublie quelque part, et c'est un peu dommage, la fameuse loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il y avait deux axes qui étaient d'abord la raison d'être, pour formuler, partager ce pourquoi la société existe, et la société à mission, adopter une nouvelle forme de société pour aller plus loin que la RSE. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque un peu, ça fait partie des faiblesses
aujourd'hui que nous enregistrons dans les entreprises et qu'il faudrait mieux remettre un petit peu d'actualité à côté de la loi climat et résilience. Puis, deuxième chose qui manque aussi, et ça c'est un peu une faiblesse, une grande faiblesse, nous sommes dans l'agenda 2030 et avec un dispositif de suivi que sont les 17 objectifs de développement durable. Ça permet en fin de compte avec ces 17 ODD, j'allais dire, de traiter l'ensemble des questions du développement durable et avec bien sûr toute la question de la diversité telle que ça a été cité. Je pense que c'est important parce que j'ai toujours dit que les ODD, c'était un peu la RSE en couleur. Ne l'oublions pas parce que je pense que c'est important et pour tous ceux qui suivent un peu cette démarche de progrès et de la transformation des entreprises, ça fait partie des vecteurs à garder en mémoire pour avoir une résultante qui sera effectivement cette transformation effective de l'entreprise. Merci. Merci François. Nous allons pouvoir passer bientôt au temps de questions avec vous. Juste avant cela, vous connaissez maintenant le refrain, Ecolearn, aux surprises, a développé un programme de formation autour des questions sociales de la durabilité. Mais cette fois, véritable surprise, c'est Catherine qui va vous en parler. Je lui laisse la parole. Merci Antoine, mais peut-être que je préférerais les questions avant, si vous en avez. Non, on a le droit de… Bien sûr, sans problème. Nous avons déjà reçu quelques questions en digital. Est-ce que dans le public, quelqu'un a déjà une question? Oui, le micro arrive. Bonjour, messieurs, dames. Je vous remercie pour votre exposé, vos éclairages. Concrètement, comment les sociétés vont faire pour établir un dialogue social et à partir de quand et sur quels indicateurs concrets nous allons être en mesure de répondre à l'exigence à travers la BDES ou à travers le dialogue social dans l'entreprise, parce que aujourd'hui et par expérience, on sait tous qu'il n'y a que les chiffres, les indicateurs chiffrés, les jours de formation, des choses comme ça qui intéressent les partenaires sociaux quand on les rencontre en termes d'obligation de la formation par rapport au rôle de l'employeur. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Ah bon, très bien, merci. Merci. Alors, je vous prie de m'excuser, madame. Je vais vous faire un petit coming out. Je suis sourd de naissance. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'inclusion, mais je n'ai pas de mérite puisque, de fait, j'ai été confronté au sujet tout petit. Et donc, en fait, pour compenser ma surdité, j'utilise différents moyens, les appareils auditifs que vous voyez peut-être si vous n'êtes pas trop loin de moi, et puis ensuite la lecture labiale. Or, avec madame, j'ai été privé de la lecture labiale, donc par conséquent, je vais laisser Catherine, s'il vous plaît, me retransmettre la question. Oui, je vais essayer de me faire le porte-parole de madame. Elle demandait des éléments concrets sur l'introduction de ces sujets environnementaux dans le dialogue social. Parce qu'aujourd'hui, dit-elle, on a des indicateurs assez classiques de nombre de formations, peut-être d'égalité homme-femme, d'indicateurs qui ne mentionnent pas encore des notions de transition écologique. Donc, c'est vrai que la loi climat et résilience a ouvert la porte parce qu'elle a donné ses nouvelles prérogatives au CSE. Comment ça se concrétise chez Legrand, l'introduction de ce sujet? Oui, alors effectivement, comme ça a été évoqué précédemment, notamment par Arnaud, nous sommes dans la phase un peu de vérité sur le sujet dans laquelle on va mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicateurs dans le cadre de la RSE. Tout à l'heure, je le disais en creux, mais il faut faire attention quand même aux indicateurs. C'est-à-dire que dans le monde industriel, dans le monde des entreprises en général, on a une assez grande facilité à structurer et ensuite à focaliser sur les objectifs. Ce qui est bien, on met des indicateurs, on met des plans d'action et généralement, on réussit. C'est la force du monde des entreprises, du monde industriel en particulier, parce que dans l'industrie, on est peut-être les plus structurés dans le monde des entreprises. Et donc, tout ça est bien. Mais néanmoins, il faut faire attention que ces indicateurs soient reçus positivement. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans la course à l'indicateur juste pour cocher la case, pour atteindre le chiffre qui a été visé. Et pour cela, il faut donc faire un travail de fond plus qualitatif
qui consiste à passer beaucoup de temps avec les différentes parties prenantes. Alors, on parle là des parties prenantes, syndicats et représentants du personnel, mais on pourrait évoquer beaucoup d'autres parties prenantes, c'est à peu près la même logique. Passer du temps, vérifier que notre approche méthodologique est partagée. Si on n'est pas d'accord sur le fond, au moins qu'on le soit sur la forme, sur la façon de construire notre démarche, sur la façon de se transformer. Aujourd'hui, la transformation en tant que telle est un élément absolument essentiel de la vie des entreprises et de la société en général. Ce qu'on dit souvent pour les entreprises est assez transposable. Nous avons tellement de transformations à conduire en même temps qu'il faut s'organiser de l'une par rapport à l'autre et il faut créer une certaine forme d'adhésion à chacune de ces transformations. J'aime bien, vous l'avez vu tout à l'heure, j'aime bien le sujet de l'inclusion parce que c'est au sein de l'entreprise, là je ne parle donc pas des fournisseurs, hein, je parle du fonctionnement interne de l'entreprise, c'est le sujet des droits humains en fait, qui est en partie intégré par l'inclusion. Et donc, sur l'inclusion, il faut travailler sur l'évolution des comportements de façon permanente. Ça ne s'arrête jamais, hein, parce que d'abord, on élargit les thématiques de l'inclusion. Pour ce qui nous concerne, on a, il n'y a pas très longtemps, fait un accord qui intègre bien la thématique LGBT+, qui avait été, je dirais, un petit peu en creux auparavant, mais là, on l'a précisé. Et on se heurte de temps en temps à des retours en arrière, à des comportements qui ne sont plus très constructifs sur le sujet. Donc, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et sur le sujet de la durabilité, il faut, au-delà des indicateurs, essayer de se mettre d'accord effectivement sur la façon de travailler ensemble et également sur des objectifs plus spécifiques qu'on peut partager avec les représentants du personnel. Ils vont aller au-delà des indicateurs RSE. Nous, on se donne des objectifs ensemble qui vont nous permettre, ensemble toujours, d'embarquer l'ensemble du personnel. Et l'ensemble du personnel, évidemment, c'est des citoyens, c'est des gens aussi qui vont avoir un rôle à l'extérieur de l'entreprise. Merci Bruno. Je me permets de partager une question que nous avons reçue de la part de Céline qui nous suit en digital. Et ensuite, Catherine, je te laisserai présenter la formation puisque nous arrivons au terme de notre temps. La question est la suivante. Les intervenants peuvent-ils nous faire un retour sur la perception par les salariés des actions de l'entreprise en matière de RSE et plus précisément, comment convaincre les salariés que l'entreprise ne se livre pas à du greenwashing? Comment favoriser leur adhésion aux actions RSE de l'entreprise? Moi, j'ai une réponse qui est effectivement ce que nous avons raté dans la RSE, dans ces premières années en tout cas, c'est qu'on n'a pas réussi à embarquer les salariés. On a fait quelque chose à notre hauteur, on a réussi progressivement à intégrer les différents métiers, puis la direction. Et on avait seulement commencé il y a quelques années à créer des ateliers de sensibilisation, mais la phase qui est importante maintenant, c'est effectivement celle-là. Donc moi, je ne dis pas qu'elle est faite, elle est à faire. Donc, elle est à faire aussi par énormément de formation, au-delà des sensibilisations type fresque du climat. Donc, il faut que chacune, et Bruno le disait à l'instant, il y a une capillarité entre la vision personnelle et la vision professionnelle qui s'installe et qui est importante et sur laquelle il faut capitaliser. Moi, je me suis intéressée beaucoup avec notre association MR21 au sujet des collectifs, ces salariés qui se regroupent à l'intérieur des entreprises pour faire entendre une voix nouvelle, une troisième voix d'ailleurs, qui n'est pas celle de la direction ni celle des représentants du personnel, mais qui émerge un peu comme un ovni du dialogue social. Je ne sais pas comment c'est perçu exactement. Donc, il y a un besoin de rencontre entre la RSE et l'ensemble des collaborateurs, c'est certain. Et ça se manifeste en ce moment. J'aurais envie de rajouter, et je crois que ça fait écho aussi à la question de madame tout à l'heure dans la salle, concret. Il y avait le mot concret, il me semble, dans la question.
Donc, côté représentant du personnel, un élément de concrétisation essentiel, c'est la négociation d'accord. La négociation d'accord, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on a l'objectif d'arriver à faire du consensuel, c'est-à-dire embarquer tous nos interlocuteurs, toutes les organisations syndicales, y compris celles qui n'ont pas un penchant naturellement favorable sur le sujet. Donc, c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice dans lequel on va vraiment, si on le conduit bien, à des échanges de fond, des confrontations, parfois un petit peu dures même, mais qui, à l'issue de ces confrontations, permet de presque une sorte de plan d'action dans l'accord. Un accord bien construit se donne des objectifs, et donc on a une sorte de plan d'action partagé. Et ensuite, pour ce qui concerne aussi les représentants du personnel, mais plus globalement les salariés, il faut effectivement être en capacité de mettre du concret. Les données, les objectifs chiffrés, c'est encore une fois absolument incontournable, mais ça parle à des personnes qui ont un certain degré d'abstraction, une capacité à un certain degré d'abstraction, une culture, un niveau de connaissance qui leur permettent d'intégrer cette abstraction. Donc, il ne faut pas en rester là. Il faut aussi que ça concerne le quotidien des personnes. Et pour aller vers des populations qui ont moins de degrés d'abstraction, qui sont plus dans du physique, il faut qu'au sein des ateliers, il y ait des objectifs qui les concernent eux, personnellement. Il faut qu'ils sachent qu'on va modifier tel produit, qu'ils ne le vont plus fabriquer demain comme ils le fabriquaient hier, parce que c'est un produit éco-conçu qui correspond à un certain nombre d'objectifs de durabilité. Il faut qu'ils sachent qu'on va trier un certain nombre de déchets, de rebut, d'une certaine façon, parce qu'il faut maintenant qu'on arrive à recycler. Et ils ne vont y croire que si ça les implique réellement, si ça leur demande une action. Alors là aussi, ça passe par des phases pas toujours faciles, parce que il y a, suivant les personnes, un peu d'attachement à éventuellement un certain nombre d'habitudes, de rites, mais c'est en impliquant dans le changement de ces rites et de ces habitudes qu'on va en faire quelque chose qui va les toucher véritablement. Merci Bruno. Le temps file. Peut-être, Catherine, tu veux nous dire encore quelques mots sur la formation. Effectivement. Alors, cette formation, donc, je l'ai proposée au départ à Ecolern, et Arnaud n'a pas été difficile à convaincre. Hein, il était tout à fait d'accord. Donc, cette formation, elle s'inscrit en complément de ce qui existait auparavant. Elle vise à la fois les responsables RSE pour qu'ils et elles prennent bien les sujets dans leur intégralité, y compris les sujets sociaux, mais aussi les responsables de ressources humaines ou les managers, pour qu'ils comprennent l'importance de leur rôle dans ce passage à l'action qui est le sujet en ce moment. Donc, c'est cet ensemble de population qui est visé. Après, il y a peut-être d'autres cibles, mais je n'y ai pas réfléchi comme ça. Sur le contenu, donc c'est 25 heures à peu près, mais comme sur toutes les formations d'écoleurs, il y a moyen d'aller rapidement ou d'y passer plus de temps. Et sur le contenu, il y a 5 leçons. La première, c'est vraiment installer cette vision intégrée de la RSE. Notre cible, c'est pas de devenir dans nos entreprises super bons sur tel thème ou tel thème, mais c'est de manière générale de créer des univers où il y a une satisfaction des parties prenantes et où on reste sous le plafond écologique. Donc, il faut apprendre à réfléchir en termes de système, mais au niveau micro comme au niveau macro d'ailleurs. Ça doit être ça notre vision. Donc, le départ de l'information prend bien appui sur cet élément-là. Ensuite, on y développe, donc avec l'équipe Ecolern, le sujet des droits humains pour se rendre un petit peu plus sachant. Pour toutes celles et ceux qui ont fait des PEF, on écrit toujours rapidement 3 lignes sur les grands textes
que l'on respecte, les conventions de l'OIT, les principes de l'OCDE, les principes RUGI, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est ces textes-là. Donc, dans l'information, on explique leur intention, à quoi ça sert des grands textes de droit souple, comment est-ce qu'on s'en sert, comment ça charpente la réflexion, comment ça devient un jour ou l'autre du droit dur d'ailleurs, et comment on peut s'appuyer là-dessus pour bâtir un jour, au service des droits humains, un droit contraignant ou plus utilement une véritable avancée volontariste des entreprises sur le sujet. Ensuite, on en vient au sujet réellement social, donc savoir le minimum, et souvent les responsables RSE, et moi je ne savais pas tout ça quand j'ai démarré, le minimum à savoir sur le dialogue social, sur les sujets d'inclusion, sur ce que c'est que la qualité de vie au travail, sur la santé et sécurité, de quoi nous rapprocher des RH, et puis pour les RH, dans le sujet suivant, tout ce qui est du domaine de la transformation, donc de l'action. Et j'essaye à chaque fois de prendre les sujets toujours en relation entre le sujet social et la transition écologique. Parce que les RH n'ont pas besoin de moi pour savoir ce que c'est que l'égalité homme-femme ou l'inclusion, ça fait partie de leur cursus et de leur métier. Mais là, on va y réfléchir à chaque fois avec cette double notion, enjeu social au service d'une transition plus globale. Voilà, et puis à la fin, on va aussi évoquer tout ce qu'il faut transformer dans l'entreprise pour que quelque chose se fasse vraiment, et ça repose sur des nouveaux partages. Partage d'une vision, bon ça François l'évoquait, c'est la raison d'être, partage d'une vision, mais aussi partage de la valeur beaucoup plus équitablement, partage du pouvoir, partage, et ça revient au sujet de l'engagement de tous les collaborateurs dans la RSE, donc de nouveaux partages à tous les niveaux, il faut savoir y réfléchir et les installer progressivement. Voilà à peu près comment c'est conçu, puis ensuite on termine par une vision un petit peu plus loin peut-être, d'abord des enjeux sociétaux, parce que le contenu c'est le volet social, mais aussi le volet sociétal. Donc on évoque aussi ce que l'entreprise fait sur son territoire, comment cette action de l'entreprise peut être plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui, et il y a de grands enjeux de santé publique, d'éducation auxquels l'entreprise doit prendre part. Donc ça, c'est des sujets qui n'étaient pas présents dans les formations précédentes. Et nous, dans cette formation-là, on intègre aussi cette vision-là, parce que ça revient finalement à s'intéresser au lien entre l'entreprise et la société. Voilà à peu près le fil directeur de la formation. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée, on a encore un petit peu de travail ensemble, mais c'est presque cuit, disons, 3/4. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation détaillée. Vous recevrez par mail le syllabus complet de cette formation. Nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je vous remercie chacune, Catherine, Bruno, Arnaud, François qui étaient avec nous pour cette table ronde passionnante. Nous allons enchaîner avec la question de l'ingénierie durable. Pour respecter le timing et les personnes qui nous suivent en digital, nous nous laissons 3 petites minutes de battement. Cherchez un verre d'eau, marchez un petit peu, puis nous nous retrouvons ici. Merci pour votre participation et à tout de suite.